Voilà, je laisse la parole donc à Stéphanie Sadje, Nathalie Pedrassi et Frédéric Escara, donc qui vont aborder alors cette fois-ci l'entretien, mais sous forme donc, enfin en insistant sur l'aspect nutritionnel et l'aspect voilà comment on soutient en soins de support aujourd'hui. On est vraiment dans comment on accompagne vraiment le patient qui va être sujet à une perte de poids, à des nutritions. Voilà. Donc, je vais leur laisser la parole. Je crois que c'est Stéphanie, c'est Nathalie qui commence, hein, c'est ça? C'est ça. Allez, Nathalie, donc, on t'écoute pour la présentation du cas. Alors, bonjour à tous. Du coup, c'est Stéphanie qui va passer les petites diapos. Donc, pour ce deuxième rendez-vous de l'onco, diapo suivante. Voilà, tu me dis diapo, Ouais, hein, si je... pas de souci. Du coup, c'est bon. Alors, donc, du coup, je suis Nathalie Pedrassi. Vous aurez aussi Stéphanie Sadger et Frédéric Escara. On est toutes les trois pharmaciennes officinales et on est aussi pharmacien expert URPS, pharmacien PACA. Et on va aborder le sujet d'un patient qu'on va suivre, aussi bien pour l'entretien pas à pas que le suivi des nutritions et des petits conseils homéo, en particulier pour la chimio qu'il aura dans ce cas. Diapo suivante. Alors, première étape, l'entretien pas à pas d'un patient atteint d'un cancer du pancréas sous chimiothérapie orale, puis surveillance de la dénutrition de ces patients atteints, justement, et l'homéo, un allié contre les effets indésirables. En premier point, on va suivre du coup le cas de Monsieur Michel L, atteint d'un cancer du pancréas. D'abord, on va voir son protocole onco un peu particulier. On va tout voir depuis la présentation de l'ordonnance où on va vérifier si c'est bien une chimio qu'on peut accompagner, comment on propose l'entretien, la fiche informative qui, à mon sens, c'est le minimum à lui fournir. L'entretien initial, on va voir comment il se prépare et comment on le fait, puis les deux autres entretiens et les facturations, et puis la traçabilité. Alors, ce patient arrive, il a 75 ans, avec une ordonnance que vous avez à droite. Ne vous inquiétez pas, on va l'agrandir. Bon, déjà, en tout cas, ce patient, après un temps d'errance diagnostique et une perte de poids de 6 kilos en 3 mois, il a été suivi en centre de cancéro. Il y a eu une intervention chirurgicale qui, pour l'instant, n'était pas envisageable et il a suivi un protocole qu'on appelle les GEMCAP. Alors, je vous en parle parce que vous allez peut-être en entendre parler en faisant parler vos patients. On peut avoir très bien une ordonnance avec une chimio orale, mais en parallèle être suivi à l'hôpital par une chimio dont vous ne voyez pas l'ordonnance. En tout cas, celui-ci de patient m'amène celle-ci d'ordonnance où je vois du Xeloda, donc capétanicine, avec écrit 3000 mg sur 24 heures et dessous, deux comprimés à 500, deux comprimés le soir et le matin. Et pour moi, ça ne faisait pas 3000. Donc déjà, sur cette ordo, on a appelé le service parce que c'est que 2000. Et on n'avait pas non plus de notion si on le prenait en continu, s'il y avait une pause. Donc, est-ce que tu peux reculer du coup, Stéphanie? Du coup, en tout cas, pour ce patient, il y avait une pause nécessaire puisque son protocole, c'était l'agenda en 30 minutes à l'hôpital au jour J1. Puis, au jour 14, on commençait la capécitabine. Alors, lui, c'était 14 jours, mais ça peut arriver. Lui, c'est 21 jours, pardon. Et selon les protocoles, on a une semaine de pause. En tout cas, il y a plusieurs cycles prévus. Donc, c'est pour vous dire que ces ordos, vous pouvez en avoir. Donc, on démarre fort. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on fait devant toute présentation d'ordonnance d'un service onco? Voilà, on va dire c'est le réflexe, c'est à dire aussi à vos équipes, service onco, je regarde. Je vérifie déjà si l'ordonnance, je vais sécuriser l'acte, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des contre-indications avec son traitement chronique. Bon, ici, il n'y a rien à signaler. Je m'assure de la posologie claire, complète et précise. Vous avez vu qu'ici, il fallait ouvrir ses chakras. On identifie le statut de la chimio, donc on va voir aussi comment on identifie ça pour voir le type d'entretien qu'on va faire, si c'est chimio oral au long cours ou autre traitement. On va voir un petit peu parce qu'il y a des petits codes à la facturation. On commande le produit et on propose dans le même temps l'entretien. Vous voyez, pour moi, c'est un acte complet de base. J'ai l'ordo, on fait tout ça. Diapo suivante. Du coup, pourquoi on vérifie les contre-indications? C'est juste un petit rappel, on n'a pas peur, hein, mais on se rappelle que les chino-orales, c'est des usines à cytochrome et que souvent, ces patients sont polymédiqués. Du coup, là, je vous ai mis un petit extrait de différents médicaments qui sont justement soumis à ce problème des cytochromes. Et à droite, vous avez le lien pour retrouver, si vous voulez vous remettre dans la pharmaco, tout ce qui peut exister comme cytochrome et les molécules les plus impactées.
Voilà, c'était une petite aparté. Diapo suivante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait vérifier la chimio. En fait, l'ordonnance, vous avez le médicament. Vous allez dans votre base de données et vous allez dans propriétés pharmacodynamiques. Donc ça, on le fait au comptoir sur le produit. Et dans propriétés pharmacodynamiques, vous allez voir la classe. Et là, on relève code ATC L01. Ça peut être écrit aussi L02. Donc ça, vous le repérez et c'est un signe comme quoi on peut proposer l'entretien chimio. Diapo suivante. Excusez-moi d'intervenir. Oui. Dans le chat, il y a quelqu'un qui met, dans ce cas, vous auriez dû avoir l'ordonnance de conciliation, point d'interrogation. Alors, moi, j'avais oublié de dire au début, ce que je vous propose, c'est qu'on ait les questions à la fin. Ah, voilà. Voilà. Mais j'ai vu passer, hein. J'ai vu, D'accord, ok, ça va, j'ai pardon. même vu passer quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc nous allons en parler tout de suite. C'est est-ce qu'on va faire une IP? Mais bien sûr. Voilà, en tout cas, on reprend sur ce document de l'ordonnance. Les posologies, on a vu qu'il y avait une discordance, donc il a fallu contacter effectivement pour voir ce qu'il était vraiment. Le temps de pause, on nous l'a confirmé. Il nous manquait aussi sur cette ordonnance, alors ça c'est un petit truc à retenir, il n'y a que pour la capécitabine que c'est le cas, mais c'est très important et ça doit être maintenant normalement mentionné sur les ordonnances, c'est savoir si le patient n'a pas de déficit en DPD. C'est une enzyme en fait hein, qui permet l'élimination de votre 5FU. Donc si le patient ne l'a pas, c'est rare, mais ça arrive, ça enclenche une toxicologie, une toxicité importante puisque le médicament n'est plus éliminé. Donc sur l'ordo, il faut qu'il n'y ait pas de déficit en DPD ou résultat de l'iracélémie prise en compte. Et à partir du moment où c'est OK, on peut délivrer. Donc là, on l'a fait confirmer et appuie fait clic, euh, Stéphanie, un petit clic. Et oui, bien sûr, il y a une IP à déclarer. Donc, je fais une aparté, j'en profite, puisqu'on va relancer les semaines de l'IP et voir, ça devrait être les années de l'IP. Donc, c'est intervention pharmaceutique. C'est une plateforme sur laquelle on peut enregistrer ben, justement ces discordances. Alors, pour l'instant, la plateforme est en maintenance, mais dès le mois de mai, on a bon espoir qu'elle réouvre et qu'on soit à fond pour déclarer tout ça. Voilà, petite aparté, mais importante. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on proposerait un entretien? Il y a deux objectifs. Pour le patient, déjà, on va s'assurer bah, qu'il ait un bon, enfin, lui, il va avoir un bon usage de son médicament, il va adhérer au traitement, il va pouvoir identifier les effets indésirables et les grader surtout, avoir conscience de ce qui est grave, invalidant et carrément toxique, éviter donc la iatrogénie. Et puis là, un interlocuteur s'il a un problème. La pharmacie est un panel d'ouverture beaucoup plus que les hôpitaux et on est souvent beaucoup plus accessible. Les objectifs pour nous, la pharmacie et notre équipe, bon, on s'assure aussi de ce bon usage, c'est quand même le but de nos délivrances d'ordo. On informe, on accompagne, on va suivre ce patient de manière à créer une relation et de le fidéliser. On va réaliser un bilan de médication, puisque du coup, comme on va avoir quand même un œil plus attentif sur les contre-indications éventuelles, on va tracer ces informations et informer aussi les équipes soignantes. Donc, on est dans l'ère quand même du partage, de coordination interpro. Et puis, on va gagner du temps, bien sûr, parce que si ce patient revient avec des effets indésirables, on en aura connaissance et on pourra facilement l'orienter. Diapo suivante. Ou pas. Merci. Alors, comment on va faire? En fait, on est toujours avec notre ordonnance. Au comptoir, le patient est là. Alors ça, c'est des petits arguments, je les rappelle parce que ça, je me suis inspirée des diapositives de Felicia Ferrara qu'elle vous a fait le mois dernier. En fait, ce sont des arguments à éditer, à mettre sous le nez de vos équipes et chacun va un petit peu prendre ses arguments à sa sauce. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que comme l'a certainement expliqué l'hôpital, pendant qu'on lui a prescrit ce médicament, c'est disponible en pharmacie de ville, mais ça nécessite un petit délai de commande et que d'autre part, nos autorités nous ont demandé de faire un point, elle est là la coquille, faire un point avec eux sur ce traitement. Donc, lorsque vous viendrez récupérer ce médicament, est-ce que vous pouvez prévoir 20 minutes afin que la pharmacienne ou un membre de son équipe formée, je vais y revenir après, puisse s'assurer que vous ayez bien compris toutes les règles liées à la prise de ce médicament et vous pourrez en discuter avec lui ou avec elle si vous le souhaitez ou si vous avez des questions. Si quelqu'un d'autre vient récupérer le médicament, puisque assez souvent, c'est vrai, ce sont les accompagnants, les patients sont souvent fatigués à la maison, nous pouvons faire cela par téléphone et vous aurez en main un support sur lequel nous nous appuierons. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut dire, c'est simple, tout le monde peut le dire et quelque part, euh,
on met d'emblée cette possibilité qui est vraiment quasi indispensable pour le patient. Donc, c'est très rare qu'on vous dise non, hein, parce que dans la formulation, on explique que c'est dans leur intérêt et que ça nous est demandé. Diapo suivante. Alors, euh, avant ça, on va s'assurer, enfin, disons, pendant qu'on fait ça, on s'assure de son adhésion. Il est d'accord ou pas? On peut éventuellement le faire signer le petit formulaire d'adhésion qu'on trouve sur Amélie ou on le fera au moment de l'entretien. En tout cas, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on facture le petit code TAC. C'est un code traceur qui fait 1 centime. Donc, ce n'est pas pour le prix, c'est juste que ça marque le début, c'est la clé qui ouvre le parcours du patient qui est suivi en entretien. Au moins, il y a une trace. Alors, pour la question qu'on vient de me poser sur le chat et dont j'y ai répondu, c'est vrai que les nouveaux diplômes de préparateurs sont passés en DUST, c'est un diplôme universitaire, ça remplace le BP et vos prochaines recrues seront formées à ces entretiens. Donc, ils pourront très bien faire les recueils, les suivre, ces patients, sous votre supervision. Comme à chaque fois, tout ce que vos équipes font, délivrer les ordos, vacciner s'ils sont formés, etc., ils le font sous votre supervision. Voilà. Alors, diapo suivante. Du coup, on a proposé cet entretien. J'attends la diapo suivante. Steph, merci. Du coup, on a proposé l'entretien et en même temps, tout de suite, on va aller télécharger une fiche informative. Comme ça, même si ce n'est pas vous qui êtes là pour donner le médicament, la fiche, elle y sera. On va l'imprimer et on l'agrafe au petit ticket de dû. Donc moi, j'aime bien aller sur Oncolien, mais je vais vous donner d'autres sites. Donc vous tapez tout bêtement capecitabine, pardon, Oncolien, et il va vous sortir une possibilité de fiche qui existe d'ailleurs en plusieurs langues. Il y a les fiches pharmaciens ou les fiches patients. Donc vous prenez la fiche patient, diapo suivante. Elle ressemble à ça. Pour le Xeloda, elle fait 2 pages. Mais je vous ai mis sur la droite les autres sites possibles. Vous avez fait aussi la fiche VOC ou NK. Alors, pour ce qui est de Oncolien, vous avez la précision de Xeloda qui existe sous différents dosages. Donc, entourez bien le dosage qui nous préoccupe. On a un rappel quand même de POSO. Ça, vous le remplissez. Et tout le reste, alors là, bien sûr, nous, ce qu'il a fallu qu'on barre, c'est en continu, puisque pour notre patient, il y avait une semaine de pause. Du coup, ça, vous le donnez au patient tel que, et après, vous verrez avec lui pour les heures, notamment à quelle heure il déjeune, du coup, savoir à quelle heure il va prendre sa prise, parce que c'est une demi-heure après, et qu'il ait ça sous les yeux. Cette fiche, il y a vraiment de comment gérer son traitement, les autres informations à connaître, et sur la page de droite, les effets indésirables éventuels. On ne va pas se mettre la tête dans le sable, ils existent. Il faut qu'on les connaisse parce que déjà, on peut les anticiper. Donc, on va voir avec lui comment les anticiper, ne serait-ce que par des fiches diététiques pour éviter la diarrhée, parce que je vois qu'en trouble digestif, il y a beaucoup de diarrhée. Tout ce qu'on peut faire au niveau hygiène quotidienne, puisqu'on va voir après avec Frédéric qui a beaucoup d'effets secondaires cutanés. Et aussi, ici, ce qui nous préoccupe, petite clic, c'est la perte de poids. Donc ça, on avait déjà ce patient avec un souci, et bien entendu, étant donné que c'est un cancer qui a tendance à beaucoup faire perdre du poids, on va vraiment avoir un focus là-dessus à surveiller. Surveiller, prévenir et aussi savoir grader. Diapo suivante. Donc, je vais préparer mon entretien. OK? Là, ma personne est partie. Son ticket de promis s'affiche dans les mains. Je vais aller préparer maintenant. Je sais qu'il va arriver. Donc, je vais aller sur Amélie, Amélie tout court. Vous tapez accompagnement oncologie officine. Il vous sort ça. Et là, vous allez par ordre alphabétique chercher votre molécule. Puisque selon les molécules, il y a des petites choses qui changent au niveau de l'entretien. Pour l'entretien initial, vous allez télécharger les documents. Moi, je les pré-remplis parce qu'au moins, quand ils arrivent, je suis tranquille. Donc là, il y a une première, on l'identifie. Diapo suivante. Voilà les autres fiches. En gros, ça, on le remplira avec lui. On va lui demander tout ce qu'il prend comme médicament. C'est là qu'on fait notre bilan de médication. Et aussi ce qui n'est pas prescrit, hein, qu'il peut acheter ailleurs en médicaments et hors médicaments. Et surtout, bien entendu, tout ce qui est complément alimentaire à base de plantes, à base d'huile essentielle, qui sont aussi des usines à cytochrome. Bon, on va remplir tout ça avec lui, donc on l'a sous la main. On sait aussi qu'il y a des informations à lui donner que Amélie va nous fournir ou que nous, on va pouvoir lui fournir avec Oncolien et également Oncopaca Corse, qui est une plateforme avec tout ce qui peut être offre de soins support.
La dernière des choses à lui faire remplir, c'est la partie de droite, ça va être comment il vit ce traitement et ce qu'il en connaît. Diapo suivante. À gauche, vous avez des infos Amélie sur les modalités de prise que nous, on complète avec Oncolien, que je trouve plus visuel. Et en dernière partie, il y a une petite conclusion, voir s'il connaît son schéma. Et on peut enregistrer pour tracer ça, le mettre sur son DMP. On va le voir en fin de parcours. Diapo suivante. Donc ça, c'est mes éléments. Je les ai avec moi. Ça y est, le patient arrive, on y est. Donc, comment ça se déroule? On commence par remercier le patient d'être venu. On redonne, ça paraît, voilà, mais c'est quand même le b.a.-ba. On leur redonne ses objectifs pour ce rendez-vous en lui expliquant que ça va durer une vingtaine de minutes. Donc ça, c'est histoire de pouvoir bien cloisonner et qu'à un moment donné, on puisse clôturer avec élégance en lui expliquant, ben voilà, merci beaucoup, on a passé nos 20 minutes, etc. On va explorer avec lui et recueillir les informations sur les fiches qu'on a téléchargées, que je vous ai montrées juste avant. On évalue son ressenti, sa compréhension du traitement. On va insister sur le schéma et les règles de prise. On va aborder les effets indésirables en s'appuyant sur la liste pour qu'on envisage avec lui comment prévenir, comment savoir les grader. J'entends par là, je suis un petit peu embêtée ou ça m'invalide ou je risque la toxicologie, enfin la toxicité. Donc à ce moment-là, je suspends mon traitement. Donc, il faut qu'il connaisse ses conduites à tenir. On va lui demander s'il a des questions et on l'oriente éventuellement si on voit qu'il y a voilà, une méconnaissance ou qu'on relève une contre-indication formelle. Et on va planifier le prochain rendez-vous, puisque dans le cycle de nos entretiens, on a l'entretien initial et 2 autres entretiens à faire. Donc, on planifie tout de suite le suivant assez rapidement. Ce n'est pas la peine d'attendre des mois, hein, on va, pourquoi pas, lui proposer au prochain renouvellement. Toutes les étapes de l'entretien, vous les avez vues le mois dernier avec Félicia Ferreira. Donc, je vous renvoie sur le site URPS. Vous avez une vidéo qui a été enregistrée avec plus de détails là-dessus. Diapo suivante. Comment je vais facturer? Puisque ça, c'est nouveau depuis janvier. Dès que j'ai vu mon patient, je facture entretien par entretien. Donc, sur Amélie, vous avez toutes ces infos. Comment ça se passe, ces séquences? Euh, Au niveau des entretiens anticancéreux, on a 2 possibilités de facturation, 2 codes différents. Donc, on va voir comment. La première année, on va avoir l'entretien initial qu'on vient de voir et les 2 autres qui sont imposés, c'est vie quotidienne, effets indésirables et observance. Et les années suivantes, on peut aussi proposer 2 entretiens qui sont seulement vie quotidienne, effets indésirables et observance. Donc, je reviens sur le pavé de gauche, le pavé gris. Notre capecitabine, vous vous rappelez, je vous ai dit, vous allez dans base de données, pharmacodynamie, et on a vu qu'il y avait marqué, je ne sais plus ce qu'il y avait exactement écrit, antimétabolite, enfin, et surtout, classe ATCL01. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est dans la case autre entretien anticancéreux, puisque vous allez voir la diapo d'après que ce n'est pas les mêmes facturations. Et là, j'attire juste, attends, juste avant, Steph, juste avant, vous voyez, traitement, non, juste avant, celle d'après, du coup, bouge plus. Traitement anticancéreux au long cours. Il y a une petite astérisque qui vous dit que ça, c'est pour l'hormonothérapie, tamoxifène, anastrozole, etc. Donc, considérez toute cette ligne, c'est vraiment anticancéreux au long cours. Alors, je vous dis ça parce que si vous allez dans pharmacodynamie, vous allez voir qu'il y a marqué L02 à la fin de la ligne. Voilà, donc je pense que c'est un petit bug de la Sécu qui nous a indiqué ça. Mais retenez que cette liste-là, elle va bien dans anticancéreux au long cours. Et anticancéreux autre classe, c'est ATC L01. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, du coup, si on va en détail, je vous conseille de créer des produits un à un pour chaque étape. Ça vous permettra un meilleur suivi. Vous les créez en mettant TVA à 0. Le code de prestation que vous mettez là où vous mettez vos LPP d'habitude, là, ça va être pour notre première année anticancéreux autre, c'est AC2. Vous voyez, c'est ce code euh, qui existe parfois. Vos logiciels, moi, ils existaient déjà hein, dans le logiciel. Sauf que dans mon logiciel, la TVA, elle n'était pas tout le temps à 0. Et surtout, il m'avait laissé le stock. Donc, enlever le stock, parce que c'est pas drôle du tout d'avoir des dus là-dessus. Et par contre, créer vraiment un code anticancéreux année 1, premier entretien. Il aura le code AC2, mais vous mettez 15 euros. Anticancéreux année 1, deuxième entretien, c'est 15 euros aussi. Mais le troisième, vous avez vu, c'est 50 euros.
c'est normal puisqu'à la fin, on a un budget de 80 € à avoir sur l'année. Et en créant chaque produit pour chaque entretien, ça vous permet d'avoir un meilleur suivi pour savoir où vous en êtes chez ce patient. Et les années suivantes, on crée autant de, alors on n'en crée que deux de produits pour le coup, puisqu'on n'a plus l'entretien initial, et ça sera 10 € pour le premier et 20 pour le second. Voilà. Quand on vous dit programme annuel, la première année, vous n'allez pas mettre un an, hein. Faut pas se leurrer. Vous voyez votre patient, moi, j'attends pas 6 mois pour revoir avec lui comment ça se passe. Le mois qui suit, je veux savoir où il en est, ce qu'il a eu comme effet indésirable et voir comment il s'est gradé. Et le dernier, observance, oui, effectivement, on peut le voir un peu plus tard. Alors, diapo 2. Alors, on a fini de voir ce patient, on lui a dit qu'on le revoyait. Du coup, on va le revoir pour deux autres thèmes. Autant pour les entretiens AVK, asthme et AOD, on peut lui faire choisir ces thèmes, autant pour l'entretien onco. Ils sont imposés. Le premier, ça sera vie quotidienne et effets indésirables, et le deuxième, observance. Pour information, tous ces entretiens sont pris en charge à 100%. On va de nouveau pour ces deux entretiens-là, on a tout sur amélie.fr. Et si on commence en fin d'année, ce n'est pas un problème, je vois la question. Comme c'est en année, c'est-à-dire 12 mois, on s'en fiche d'avoir démarré. Pour le coup, là, le fait d'avoir une facturation à l'entretien, ça nous facilite les choses, vraiment. Donc, vous, si on commence au mois de novembre, ben, on va faire par exemple novembre-décembre. Le dernier, je le ferai en avril, par exemple. Peu importe, mon année est finie. Ce qui est certain, c'est que l'année prochaine, je ne pourrai rien faire avant le mois de novembre. Il faudra qu'il y ait 12 mois d'écart. Et même, je pense, 12 mois d'écart après le dernier. Donc, même après le dernier, je compte un an. Ah, Voilà. ah. Ouais. C'est Ça, pas c'est la 12 mois seule. lycée. Non, je vais attendre un an après mon dernier entretien. Enfin, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué au dernier changement, hein. Après, voilà. Ça nous laisse déjà un an devant nous pour faire beaucoup de choses. Voilà, donc en tout cas, le rendez-vous du premier thème, il a été posé à la fin de notre premier entretien initial. Donc le patient revient. Diapo suivante. Alors, Steph, diapo suivante. Merci. Donc, pour ce qu'on appelle notre deuxième entretien, finalement, c'est pour ce premier thème qu'on voit avec lui. On va aussi télécharger sur Amélie, donc voir qu'il y a 4 pages. Là, il y a beaucoup de blabla, hein. En fait, ce blabla, c'est surtout pour vous. Qu'est-ce qu'il va falloir lui dire? Revoir comment ça se passe avec lui. Est-ce qu'il a bien compris les mesures hygiéno-diététiques? Est-ce qu'il y a un petit focus avec la capécitabine sur tout ce qui est contraception, qui est importante pendant le traitement et à l'arrêt du traitement? Donc ça, c'est revu. Voir aussi, bien entendu, un rappel sur l'automédication, la prise de plantes, etc. Diapo suivante. On va voir avec lui les effets indésirables. Donc, les rechecker, savoir s'il en a eu, comment il s'est débrouillé. Et puis, on a la dernière partie, on va conclure un petit peu s'il a des questions, bien sûr, comment il vit ce traitement. Et est-ce qu'il voit toujours aussi l'oncologie, enfin, son service, est-ce qu'il a toujours des liens avec son service. Et on lui dit qu'on va le revoir d'ici quelques semaines pour le dernier entretien. Diapo suivante, qui est l'entretien observance. Alors celui-là, je l'adore parce que c'est pas compliqué. On va lui poser les 6 questions Girerd. Girerd, c'est le fameux questionnaire sur l'observance que vous avez sur votre droite. Donc là, c'est hyper rapide et c'est celui qu'on va facturer en dernier. Diapo suivant. Voilà. Quand on aura fait tout ça, il y a une question de traçabilité, c'est-à-dire qu'on a une petite synthèse que je vais vous montrer après qu'on va enregistrer sur le DMP du patient et moi que je vous conseille de mettre en scan sur la fiche du patient. Comme ça, toute votre équipe peut avoir votre récap des 3 entretiens. C'est hyper rapide à faire. Il y a certains logiciels métiers, dont le mien LGPI, sur lequel vous pouvez remplir directement tout ce que je vous ai montré qu'on téléchargeait sur Amélie. LGPI le propose directement dans la fiche patient. Donc, vous pouvez le remplir en direct et le balancer sur le DMP direct. Donc ça, j'avoue que c'est super. Normalement, tous vos logiciels vont vous le proposer d'ici peu puisque ça fait partie du Ségur. Et comme traçabilité, il faut savoir qu'en PACA, notre ERPS pharmacien a négocié avec l'ARS un projet qui s'appelle Prescript Onco, qui est dans certains départements, le 04, 05, le 13 et le 84. Ça a permis de développer le lien ville-hôpital, c'est-à-dire que les oncologues ont compris l'intérêt que nos patients soient suivis en ville. Donc, ils ont compris que pour ça,
on avait besoin d'eux. Donc, ils prescrivent carrément, ils prescrivent la capecitabine, par exemple, et ils prescrivent aussi l'entretien en officine. Donc, le patient va arriver avec son ordo et on va, en contrepartie, leur renvoyer une petite fiche de synthèse que vous aviez sur la droite, une fiche de continuité des soins. Et c'est quoi, en gros? C'est rapido, vous cochez la synthèse de votre entretien initial. L'entretien 2, c'est l'entretien effet indésirable et vie quotidienne. Et le dernier sur l'observance. Et ça, vous l'envoyez au coup par coup à votre oncologue. À gauche, vous avez la fiche de synthèse de Amélie qui peut vous servir aussi à scanner. Alors, je parle là pour les départements qui ne seraient pas pour l'instant en projet, mais ça va s'étendre. Vous pouvez remplir cette fiche Amélie qui peut vous servir aussi dans votre fiche patient à vous si votre logiciel ne le fait pas. Diapo suivante. Un petit récap sur la facturation. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? Que pour nos anticancéreux autres, c'est-à-dire je ne suis pas avec nos chimios longue durée hormonothérapie. En année 1, je vais facturer dès le premier Alors, la première facturation, c'est le code TAC, la première ligne, à 1 centime. Quand le patient vient, mon premier entretien, je le facture 15 euros. Deuxième entretien, 15 euros. Et le dernier, au bout du cycle, 50 euros. Et ça, c'est mon année 1. Je laisse s'écouler 12 mois et je peux refaire un entretien vie quotidienne à 10 euros et un deuxième, observance, à 20 euros. Sachant que pour les traitements au long cours, c'est-à-dire tout ce qui est hormonothérapie, c'est 2 entretiens observances qui se feront au cours de l'année. Voilà. Et là, je crois que je vais passer la parole à Stéphanie Sadger en espérant avoir été claire. Merci. Est-ce que tu veux répondre à des questions d'abord Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles on n'aurait pas répondu et qui vous permettraient de comprendre la suite? Alors, j'ai Pour vu les passer préparateurs, j'ai répondu. les préparateurs, Pour les oui. dust, j'ai répondu. Voilà, je l'avais mis en diapo aussi. J'ai découvert une option. Oui. Ah, opinion pharmaceutique. Alors, l'opinion pharmaceutique qui existe dans le logiciel, je ne sais pas si c'est LGPI, mais il n'y a pas autant de critères que sur IP, je crois, pour l'instant. Mais bon, sinon, bien sûr, faites-le, c'est top. La plateforme IP, l'intérêt, c'est que ce sont des codifications qui, après, on peut avoir des datas à fournir à nos autorités. Voilà, pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas en direct avec la Sécu, c'est vrai que c'est une base de données qui est pas mal. Quel géo? Moi, c'est LGPI. La personne n'a pas répondu pour le OK. Oui, c'est ça. On est en détail aussi avec les entretiens. OK. Et voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si on commence en fin d'année, peu importe, on s'en fiche. On est sur 12 mois. Donc, vous le faites à votre rythme et vous n'avez pas besoin d'attendre un an, ce qui était avant le cas. On devait attendre un an avant de facturer. Ce n'est plus le cas. Voilà. À toi, Stéphanie. Allez. Donc, bonjour. Donc, je vais essayer de vous parler donc de la surveillance de la dénutrition de nos patients en fait qui sont sous chimio orale. Donc là, le cas que vous a présenté Nathalie, donc c'est un patient qui est qui a déjà un cancer du pancréas et qui est sous chimio et capecitabine orale. Donc, je vais essayer donc de vous donner un petit rappel, mais très très rapide, du cancer du pancréas, qui est un cancer à haut risque de dénutrition. Deux petits mots sur la dénutrition avec les critères, le rappel des critères. Et puis, nous allons donc, dans un troisième temps, essayer d'appliquer en fait les outils, savoir utiliser les outils qui sont à notre disposition au sein de l'URPS, puisque nous avons pu maintenant intégrer les entretiens compléments nutritionnels oraux dans le programme Pharma-Observance. Et donc, je vais vous décrire un petit peu les outils que nous avons remis à jour. Alors. Donc déjà, je vais essayer de faire fonctionner. Voilà. Donc, petit rappel, donc le cancer du pancréas, vous savez que c'est un cancer de très mauvais pronostic avec une incidence qui augmente notamment chez les personnes de plus de 50 ans. Et son incidence continue, hein. Il y a une augmentation des cas avec le cancer du pancréas qui pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer après celui du poumon à la fois en Europe et aux États-Unis, hein, d'ici les années 30. Et
Et donc, pour le cancer du pancréas, en fait, il existe donc deux types de cancer du pancréas. Et dans 90% des cas, ce sont des adénocarcinomes, c'est-à-dire que ça va toucher, en fait, ça touche le tissu, en fait, le tissu exocrine, celui qui participe donc à la digestion. Et donc, c'est pour ça que le cancer du pancréas, c'est un cancer, en fait, qui a un impact très important à la fois sur la digestion et l'absorption, hein, des aliments. Donc, le cancer du pancréas, le souci, donc dans le cas de monsieur, de Michel, là, notre patient, en fait, le souci, c'est que, en fait, il y a souvent une phase qui est muette, qui est assez longue, avec des symptômes qui ne sont pas des symptômes, en fait, en lien avec le pancréas et la digestion. Ça peut être notamment des douleurs dorsales, ça peut être des nausées, une plus envie de manger, et puis petit à petit apparaissent les troubles du transit, puisque de toute façon il y a une malabsorption, donc vous allez avoir diarrhée, stéatorée, le patient donc va maigrir, vous pouvez avoir aussi des signes d'ictère parce qu'en fait la tumeur pouvant compresser le canal cholédoque, en fait il peut y avoir un reflux biliaire et donc ça favorise donc les ictères. Alors, hop, ok. Euh, non, voilà, c'est que j'avais un message. Donc ensuite, donc ce qu'il faut retenir, donc quand notre patient est atteint d'un cancer du pancréas, déjà rien que par son cancer, il y a donc des risques il y a quand même un risque de dénutrition. En plus, alors, hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Juste un petit rappel, je parle de dénutrition. Qu'est-ce que c'est la dénutrition? Donc, pour rappel, en fait, juste pour faire un point historique, ça fait à peu près 2-3 ans que nous travaillons avec Marielle Villoni donc, sur la dénutrition et les entretiens compléments nutritionnels. Donc, nous avons mené avec l'URPS une étude qui nous a permis donc de mettre en évidence qu'il était intéressant donc de réaliser des entretiens le premier jour de la dispensation et au 10e jour. Et donc c'est pour ça que voilà, je fais des rappels un petit peu rapides sur tout ça. La dénutrition, donc, c'est un état de déséquilibre nutritionnel de l'organisme. Et donc, en fait, globalement, vous voyez la balance. Hein, on a plus de besoins que ce qu'on va apporter. Et en plus, selon certaines pathologies, on va avoir en fait une augmentation du catabolisme, ce qui va augmenter aussi les pertes. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Le cancer du pancréas, c'est un cancer donc qui est anorexigène en fait, hein, il n'y a pas d'appétit et c'est un cancer donc dans toutes les maladies comme les grosses infections ou les cancers, on a ce qu'on appelle un hypercatabolisme, c'est-à-dire que l'organisme brûle énormément voilà de calories. Et en plus, dans le cas de Michel, donc nous avons une chimiothérapie, notamment avec la capecitabine, et Nathalie vous a fait remarquer qu'il y a un impact sur le poids. Et donc, cette chimiothérapie va entraîner une perte d'appétit et des troubles nutritionnels. Donc, c'est pour ça que nos patients qui sont atteints de cancer du pancréas sont des patients donc à haut risque de dénutrition. La dénutrition, vous avez donc, ça commence en fait la dénutrition, donc ça commence par pas envie de manger, de la fatigue, un amaigrissement, et puis s'en suivent en fait différents troubles, notamment sur l'immunité. On est beaucoup plus sensible aux infections, des troubles psychiques qui peuvent apparaître, puis petit à petit, il peut y avoir des escarres. Il y a aussi, on perd de la force musculaire, hein, bien sûr, et un risque de chute qui s'accroît. Voilà. Donc, on a en fait
toute une spirale qui va conduire à une perte d'autonomie et surtout le patient qui est dénutri en cancérologie, c'est un patient qui perd des chances en fait puisque le traitement sera moins efficace. Donc, quelques rappels. Alors, quelques rappels de critères de dénutrition. Pour la dénutrition, en fait, on a deux groupes de patients. Soit on a les patients adultes 18 à 69 ans ou les patients au-delà de 70 ans. Hein. On a aussi des critères personnes âgées. Donc, globalement, le diagnostic de dénutrition, il est posé quand on associe un critère que l'on dit phénotypique, c'est-à-dire une perte de poids, un IMC, une réduction de la masse musculaire. Alors ça, il y a des, voilà, il y a des, on a des, en fait, il y a des tests hein, qui permettent aux médecins de pouvoir déterminer cette réduction de la masse musculaire. Mais nous, on peut très bien le voir, ne serait-ce qu'avec une perte de poids, un calcul de l'IMC. Chez la personne âgée, on aura la perte de poids, l'IMC, un petit peu différent parce que, vous voyez, chez la personne âgée, on est déjà avec un IMC qui est compris, qui est autour de 21. On est déjà, on a un critère phénotypique de dénutrition. Et puis, chez la personne âgée, on pourra aussi mesurer, doser l'albuminémie. Qui va nous donner en fait la sévérité de la dénutrition. Vous avez donc un critère phénotypique, un critère étiologique. Alors, le critère étiologique, ça sera par exemple réduction des apports alimentaires, ça sera diminution de l'absorption digestive, et puis ça sera aussi situation d'agression. Donc là, déjà pour notre patient, on a déjà le critère phénotypique puisqu'il a perdu du poids, hein, et il a perdu plus de 5% de poids. Et on a notre critère étiologique puisque notre patient a réduit ses apports alimentaires et puis de toute façon par son cancer, le cancer du pancréas qui perturbe la digestion, on a une diminution de l'absorption digestive. Donc, le cas de Monsieur Michel L. Donc, en fait, ce patient ayant perdu du poids, il a consulté donc son médecin traitant et ce médecin traitant a réalisé la prescription suivante. Donc, complément nutritionnel oral HPHC. Donc, je n'ai pas mis de marque, 2 compléments nutritionnels par jour pendant un mois. Alors, qu'est-ce que c'est un complément nutritionnel oral, hein? Donc, c'est un dispositif médical et ce sont des aliments particuliers qui sont hyper énergétiques et ou hyper protidiques et que l'on va administrer par voie orale, hein. C'est tous les compléments, alors que Nestlé, Frézubin, Délical, voilà, vous avez plusieurs marques et vous avez aussi Nutrisense qui apporte aussi peut-être des formes un peu différentes avec les biscuits, les crackers, voilà. Alors, selon l'HAS, les compléments nutritionnels doivent représenter en fait un complément, hein, c'est toujours un complément à l'alimentation, et ils doivent apporter 400 kilocalories et ou 30 grammes de protéines par jour. Ça, c'est ce qui est donc donné par l'HAS. Depuis 2019, la dispensation des compléments nutritionnels oraux ne peut pas se faire pour un mois d'un coup, hein. Donc, il y a une législation particulière, il y a un arrêté qui limite en fait la première dispensation de CNO à 10 jours de traitement par le pharmacien. Donc, en fait, au bout de ces 10 jours, on nous demande d'évaluer l'observance et l'adhésion du patient donc au traitement. On va donc dispenser la suite du traitement, mais il va falloir adapter en fonction des besoins du patient. C'est pour ça que donc on travaille depuis quelques années là-dessus et on a imaginé donc 2 entretiens. Un entretien le premier jour à la dispensation et un entretien au 10e jour pour évaluer un petit peu la consommation du patient et pouvoir adapter
ce que l'on va donner. Je fais juste une remarque sur la prescription. Il est noté deux compléments nutritionnels par jour. Donc là, c'était du HPHC. En fait, souvent, nous sommes confrontés à des ordonnances qui ne sont pas claires. Deux compléments nutritionnels par jour, on ne sait pas combien ils doivent apporter de protéines, combien ils doivent apporter de calories. Voilà, parfois, on a des difficultés sur la prescription. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait un rappel en disant que l'HAS préconise 30 grammes de protéines, 400 kilocalories par jour. Déjà, ça nous donne une idée de ce que l'on peut facturer. Donc, c'est une question que j'ai posée à l'assurance maladie. C'est parti au service médical parce que j'ai besoin, en fait, nous avons besoin d'avoir des informations supplémentaires sur cette prescription parce que ben, les labos poussent à facturer souvent parfois plus en disant vous pouvez monter, vous pouvez aller jusqu'à 60, 80 grammes de protéines, mais c'est toujours pareil après, il va pas falloir se confronter ben, à l'assurance maladie qui va dire maintenant, voilà, ça n'a pas été dispensé de la bonne façon. Voilà, donc ça. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que grâce à Farm Observance, ben, maintenant que nous avons eu l'autorisation donc d'intégrer ces entretiens dans le programme Farm Observance, donc il y a maintenant un entretien possible le premier jour de la dispensation et un entretien au 10e jour. Ça va nous amener donc à une facturation d'initiation de 30 euros qu'on facture à l'URPS. Et ensuite, il sera possible de faire deux autres entretiens de suivi les mois suivants que l'on pourra facturer 5 euros. Donc là, je vous ai mis, vous avez donc les codes à créer dans l'ordinateur pour ensuite pouvoir envoyer la facture à l'URPS en fin de mois. Alors, pour cela, on a essayé parce qu'on avait des documents en fait qui étaient utilisés pour l'étude et ces documents étaient quand même complexes. Donc, nous avons en fait essayé de simplifier au possible ces documents. Nous avons donc créé deux documents, un document qui sera rempli par l'équipe officinale et on verra tout à l'heure un document qui va être rempli par le patient. Donc, je vous ai mis toutes les pages en fait, hein. Donc, à gauche, vous avez la première page avec le nom du patient. Ça, c'est à garder par l'équipe officinale. Et ensuite, en deuxième page, je remplis les informations. Mon patient est un patient de 75 ans, 68 kilos. Je calcule donc son IMC. Mon patient a perdu du poids. Quelles sont les pathologies, quelles sont les causes à cette perte de poids. Mon patient est sous chimiothérapie, voilà, et thérapie ciblée orale, quoi, chimio orale. Et ensuite, je vais poser des questions concernant en fait ben, le choix du CNO. Comment mangez-vous? Est-ce que vous êtes obligé de manger un petit morceau? Est-ce que vous êtes obligé de manger liquide? Avez-vous une alimentation normale? Avez-vous un régime particulier? Hein, parce qu'il existe, par exemple, des compléments nutritionnels qui sont sans gluten. Alors, il n'en existe pas beaucoup, mais voilà, ça peut être utilisé. Mon patient a-t-il des troubles du transit, constipation, au contraire diarrhée, hein, ce qui fera choisir de la fibre ou sans fibre. Le diabète, on a des compléments nutritionnels spécifiques. Et mon patient a-t-il aussi des escarres, puisque ça aussi c'est important notamment pour le choix des compléments nutritionnels. Alors, voilà, donc ça c'était pour les premières pages, chaque fois que je... Voilà. Donc ensuite, sur la troisième page, c'est vraiment la partie la plus un peu technique à réaliser, c'est-à-dire que vous avez
Donc, vous, avec votre patient, lors du premier entretien, vous allez discuter avec votre patient et faire un recueil alimentaire d'une journée type. C'est-à-dire, voilà, vous mangez quoi le matin? Qu'est-ce que vous prenez? Une tartine, un chocolat au lait? Qu'est-ce que vous mangez à 10 heures? Qu'est-ce que vous mangez au repas? Est-ce que vous goûtez? Est-ce que vous dînez? Est-ce que vous grignotez dans la soirée? Et ça, en fait, cette partie recueil alimentaire, ben, vous allez ensuite pouvoir la transformer en quantité de protéines. Et cette partie à transformer en quantité de protéines, ben, vous avez tout de suite après, hein, sur les pages d'après, vous avez en fait l'aide. Hein. Par exemple, votre patient, il vous dit qu'il boit une tasse de lait. Ben, une tasse de lait, ça sera 3,30 grammes de protéines. Si votre patient vous dit qu'il mange une tranche de pain, ben c'est 1,6 grammes. Voilà. Et vous faites en fait, vous faites la conversion. Et voilà, mon entretien avec mon patient m'a permis donc de voir que sa quantité de protéines sur une journée type, c'était par exemple de 48, de 48 grammes. Donc, dans le document, vous avez, pour vous aider sur la page d'après, vous avez toutes les recommandations de l'HAS, hein, le critère phénotypique, le critère étiologique, les recommandations, hein, ça c'est les recommandations, donc avec les recommandations HAS, et les dernières recommandations HAS, notamment chez la personne âgée, indiquent que c'est 30 grammes par jour de protéines et 400 kilocalories. C'est pour ça que je m'en tiens à ça. J'attends la réponse de l'assurance maladie, mais pour l'instant, je me tiens à ça. Donc, sur la page d'après, vous allez pouvoir donc calculer, vous allez pouvoir calculer ce que vous allez pouvoir apporter, donc donner un CNO à votre patient. Sur la prescription médicale, il est indiqué 2 CNO avec donc notre HPHC, je vous l'ai noté, vous voyez le HPHC ici, c'est 20 grammes de protéines, 400 kilocales. Donc, ça me fait, si je prends 2 CNO, ça fait donc 40 grammes de protéines de CNO prescrits par jour. Vous allez vous aider, donc il y a une formule qu'il faut connaître, c'est-à-dire que chez un patient, on se dit que chez un patient, chez l'adulte, on va pouvoir lui apporter, hein, donc ça, je le grossis si vous voulez, vous allez chez un patient, on va apporter 1,2 à 1,5 grammes par kilo et par jour. On pourrait à la rigueur monter jusqu'à 2 grammes, après ça n'est plus de notre ressort, c'est du ressort du diététicien. Donc, on se base 1,2 grammes, sauf si votre patient est insuffisant rénal. Et dans ces cas-là, l'objectif protéique doit être confirmé par le médecin. Parce que quand on a un patient qui est insuffisant rénal, on sera plutôt sur du 0,8 grammes par kilo et par jour. Donc nous, voilà. Hein, si on a l'information du médecin, OK pour l'insuffisance rénale. Si le patient est vraiment en insuffisance rénale, il ne faut pas monter au-delà de 0,8 grammes par kilo et par jour. Voilà, donc sur mon alimentation, donc l'alimentation traditionnelle, j'ai calculé que ça a apporté 48 grammes, mes CNO 40 grammes. Donc voilà, mon patient, il n'a pas besoin, donc j'ai l'alimentation traditionnelle de mon patient qui est à 48, les CNO qui devraient lui apporter 40 grammes. Mon patient, je calcule son apport théorique, c'est 1,2 fois 68, qui nous donne 81. Donc, voilà, quantité théorique de protéines à apporter par jour, 81. Là, on est bien, hein, donc on va pas proposer d'enrichir l'alimentation, mais voilà, hein, il faut que notre patient, pour avoir sa quantité de protéines, il faut que notre patient soit bien observant sur son traitement. Ensuite, voilà, je vais voir, je coche ce que j'ai noté et ce que j'ai donné comme complément nutritionnel parce que peut-être que l'HPHC ne conviendra pas. Donc, je peux, voilà, j'ai la possibilité de switcher en restant dans le nombre de protéines.
Voilà, après, est-ce que j'ai apporté des conseils? Est-ce que j'ai apporté des conseils en enrichissement? Et ça, je vais vous montrer après ce que c'est. Je vois qu'il y avait une question peut-être. Oui, savoir, Pharma Observance, si Ça, c'est c'est Pharma Observance, hein. Ça, dans tous c'est les URPS ou pas. Non, c'est l'URPS, Ouais, pas CAP. d'accord. Alors, ensuite, j'ai fait mon premier entretien avec mon patient. Donc, j'ai calculé, en fait, sa quantité de protéines théoriques à consommer. J'ai donc vérifié que les apports en CNO étaient bons. J'ai vérifié son alimentation. Et donc, on a aussi créé un document pour le patient. Alors ça, c'est ce que vous allez remettre au patient quand vous allez réaliser le premier entretien. Vous notez la date du premier entretien et ce qui est très bien, c'est déjà de fixer un deuxième rendez-vous au 10e jour. Comme ça, le patient sait qu'il a voilà, une échéance. Sur la première page, on explique ce qu'on a fait et puis surtout, on lui demande de venir avant le rendez-vous, de se peser, hein, parce qu'on va avoir besoin quand même d'avoir une idée du poids. Quelques conseils aussi, hein, qui sont rappelés sur les compléments nutritionnels. Alors, ce qu'on va demander simplement à notre patient pendant ces 10 jours, on va simplement lui demander de nous indiquer s'il prend bien ses compléments nutritionnels. Voilà. Quand est-ce qu'il les prend? Alors, J1, J2, J3, J4. Est-ce qu'il les prend le matin? Est-ce qu'il les prend l'après-midi? Mais qu'est-ce qu'il prend? Voilà. Hein, ça, c'est ce qu'on va lui demander. Et on va lui demander simplement de le faire sur 10 jours. Sur le document patient, petit travail pour notre patient aussi, c'est le dernier jour. On va lui demander de nous donner sa journée type au niveau de l'alimentation. Et en fait, nous, ça va nous apporter déjà une information entre le premier jour où on a vu notre patient, on a fait le recueil alimentaire, notre patient revient avec une journée type juste avant de venir en consultation. En général, on s'aperçoit que le fait comme ça de faire un peu plus attention, d'avoir informé, ben, on s'aperçoit en fait que notre patient, il va améliorer la composition nutritionnelle de son alimentation et notamment, il fait plus attention à la quantité de protéines qu'il va consommer. Donc, votre patient vous ramène ce document et vous, toujours pareil, avec les fiches de calcul, on calcule la quantité de protéines en fait qu'il consomme et on voit s'il y a une amélioration. Voilà, donc ça c'est pour le dîner. Toujours pareil, on a les quantités de protéines. Et donc je vous ai mis que Michel a indiqué ses consommations quotidiennes. Donc j'ai calculé et ça m'a donné donc 50,9 grammes. Voilà, il n'y a pas eu de franche amélioration. Il était à 48, on est à 50. Bon, on a gagné un petit peu en protéines, mais surtout, on veut savoir si Michel suit bien son traitement et notamment par les compléments nutritionnels. Voilà. Donc ensuite, là, c'est le moment du deuxième entretien. Le patient revient vers vous avec son petit livret. Vous calculez sa quantité, en fait, hein, sa consommation en protéines. Et puis, sur la dernière page, vous avez donc une page de synthèse et qui vous montre en fait, par exemple, pour Michel, ce que j'ai constaté, donc, c'est que ses besoins théoriques étaient de 81,6 grammes. Sa consommation en CNO aurait dû être de 40 grammes. Il a un petit peu augmenté son alimentation traditionnelle, 50,9 grammes, mais par contre, sur son retour, je constate qu'en fait, il n'est pas arrivé à consommer ses compléments nutritionnels. Et donc, c'est là où, quand je vois qu'il y a une différence, que le patient n'a pas pu appliquer en fait la préconisation, ben, je vais me poser des questions. Déjà, on va essayer de voir avec lui pourquoi.
pourquoi il n'est pas arrivé à consommer la quantité de compléments nutritionnels. Donc là, ce qu'il nous a dit, c'est que la quantité était trop importante. Donc, ben, il va falloir qu'on adapte, hein, puisque cet entretien à J10, il est là pour adapter le traitement. Et donc, comme là, c'est une histoire de quantité, ben, on va essayer de trouver des compléments, des CNO qui soient peut-être un peu plus concentrés. Alors, par contre, il faut faire attention parce que, notamment chez le patient qui a un cancer du pancréas, les produits qui sont très concentrés, ça déclenche souvent des diarrhées. Voilà, ça favorise un peu plus les diarrhées. Donc, il va falloir s'adapter, peut-être essayer de trouver des aliments solides, peut-être des madeleines, peut-être des biscuits, trouver des jus de fruits aussi. Peut-être il va préférer boire des jus de fruits qui sont plus faciles. Voilà, donc tout ça, c'est un travail que l'on fait au 10e jour en discutant avec le patient. Quand c'est une affaire de goût, de texture, c'est moins compliqué. Sur les quantités, ça demande un petit peu à jouer là-dessus. Et sur donc la fiche d'évaluation pharmaceutique à J10. On va donc noter, savoir si le traitement est poursuivi à l'identique ou au contraire, s'il est adapté. Voilà. Et donc, on va à ce niveau-là, on va pouvoir compléter pour voir un petit peu ce que l'on a pu préconiser. Et on a un espace aussi pour réaliser une petite synthèse pharmaceutique. Et tout ça, ça pourra être ensuite transmis au médecin. Alors, voilà, ça c'est ce qui est à la fin. Donc ça c'est donc on a terminé notre entretien. Notre patient est reparti donc avec ses compléments nutritionnels en essayant voilà quand on a pu essayer d'adapter un petit peu les produits. On a donc créé une lettre d'information que vous pouvez envoyer donc au prescripteur et ce qui permet en fait au prescripteur d'être au courant hein, du suivi et de voir si le patient prend ou non ses compléments nutritionnels. Une fois que vous avez facturé à l'URPS, ben, l'URPS a besoin quand même d'avoir des documents pour justifier et faire les études cliniques. Donc voilà, ce qu'on vous demande, c'est simplement de renvoyer à l'URPS le document afin d'avoir une trace. Alors, pour vous aider, ben, il y a plusieurs documents que nous avons créés. Donc déjà, vos patients qui auront besoin d'enrichir leur alimentation, ben, en fait, vous allez avoir un petit bloc. Vous pourrez recevoir, si vous les demandez, un petit bloc en fait avec donc des idées d'enrichissement de l'alimentation, parce que des fois, ben, les patients ils savent pas trop. Alors déjà, voilà, en leur montrant un petit peu en image ça peut leur donner des idées. Donc ça, c'est pour l'enrichissement. On a aussi des fiches pour indiquer un petit peu les quantités de protéines, parce que des fois, les patients, ils savent pas trop quoi manger. Ils savent pas les aliments qui contiennent des protéines. Vous aurez aussi une fiche conseil que vous allez pouvoir donner à vos patients avec quels sont les bénéfices à consommer des compléments nutritionnels et surtout comment les consommer. Hein. Donc, bien sûr, en dehors des repas, il faut les prendre voilà, assez loin pour que ça ne coupe pas l'appétit. Et puis, voilà, ça peut se préparer, ça peut se cuisiner aussi. Pour terminer, les documents. Alors, tous ces documents seront, vous aurez des documents que vous pourrez télécharger sur le site de l'URPS. Alors, pour l'instant, en fait, ça n'est pas créé sur l'URPS, mais ça va être bientôt fait. Donc, vous avez, voilà, le guide, quel document donner au patient. Et puis, où je trouve le document, je le télécharge sur le site de l'URPS ou alors je peux le demander sous forme de bloc à l'URPS. Voilà, je crois que j'ai fini. N'oubliez pas de facturer mois par mois à l'URPS avec les codes qui vous sont demandés. Voilà, ça c'est pour le suivi. Il est important d'avoir les bons codes. Voilà. Il n'y a plus personne? Alors moi, Stéphanie, j'ai juste une petite question.
parce que pour avoir fait ces entretiens CNO Oui, qui sont vraiment top, hein, c'est hyper oui, apprécié et au moins on sait où on va. Donc oui, là, le patient comprend qu'en fait, on a vraiment un rôle à jouer et les médecins aussi. Ils comprennent que du oui, coup, on a vraiment besoin qu'ils soient plus précis. Alors, on les aide à être plus précis, hein, oui, parce que votre technique, eh ben, ça serait bien que les médecins la connaissent, en fait. En tout cas, c'est une vraie plus-value. Euh, Parfois, on a des aliments, parce qu'on a des gens qui font des cuisines un petit peu rigolotes, et on oui. a du mal à trouver l'équivalent en protéines. Alors, moi, je sais qu'avec Marielle, on avait parlé du site Sequel, Oui, oui, je pense que c'est celui. Sequal, je vais l'écrire dans le chat. Et Oui, là, vous avez tout. Vous mettez oui, l'aliment et ils vont vous donner la quantité de protéines c'est au 100 ça, grammes. c'est Donc, c'est ça, le top. tout à fait. Je vous le mets dans le chat. Voilà, c'est tout. C'était une petite aparté. Ouais, c'est la table Sequel et c'est la référence en fait, hein, pour les diététiciens. Alors ce que je veux bien dire, c'est qu'on ne prend pas le travail du diététicien, hein, Pas du tout. c'est vraiment de la base, hein, sur la quantité de protéines. Mais quand on est sur des situations qui sont complexes, il vaut mieux diriger vers les diététiciens. Et notamment, je parlais de l'insuffisance rénale. Soit on est en contact avec le diététicien du centre de dialyse ou d'hémodialyse ou du centre qui suit les patients qui sont presque en insuffisance rénale terminale. Donc là, ok, ça nous est arrivé, hein, nous, d'avoir la diététicienne qui appelait en indiquant qu'elle voulait pas un volume, vous voyez, elle voulait des CNO de petits volumes ou au contraire des crèmes, voilà, pas trop de liquide. Mais sinon, je pense que c'est l'affaire de professionnels diététiciens. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Alors après, ce que je proposais, c'est qu'à la fin de tout, on donne une petite explication sur comment créer les produits URPS pour Oui, facturer, mettre au crédit et envoyer de manière à ce que ça soit fluide. Voilà. oui. À Alors la ça, fin c'est pas du... pareil sur tous Hein. les logiciels, hein, par Voilà, contre. on Hmm, fera à la fin. d'accord. Allez, je laisse la parole à Frédéric. Ok, bonjour à tous. Alors, moi, je prends le relais juste, alors moins longtemps que mes consoeurs qui ont été très prolixes. Juste, toujours pareil, des conseils complémentaires à apporter à vos patients qui sont avec cette fameuse chimio-capecitabine. On va voir le principal effet secondaire cutané qui est le syndrome main-pied et avec les conseils à apporter pour ce symptôme-là. Et pour vos patients qui sont répondants à l'homéopathie ou si vous n'avez pas d'autres solutions à apporter, donc pensez toujours homéopathie si vous êtes d'accord avec ça, hein. On va pas faire un débat sur l'homéopathie. Donc des conseils complémentaires qui peuvent être utiles pour vos patients ou lorsque, inversement, vos patients sont demandeurs, puisque bon, par expérience personnelle, on a eu des patients à bout de ressources et qui voulaient vraiment avoir des soins complémentaires grâce à l'homéopathie. Alors, ce syndrome main-pied avec la capécitabine, c'est vraiment un effet fréquent et qui apparaît assez précocement, hein, dans les 15 à 3 semaines qui suivent le début du traitement. Donc, c'est une érythrodysesthésie palmoplantaire et ça se traduit avec un érythème qui est vraiment douloureux, éventuellement un œdème. En général, ça c'est précédé par des paresthésies, des fourmillements, des sensations de brûlure. Et la phase qui suit, c'est une phase de desquamation. Alors, ce syndrome main-pied, on pourra le retrouver avec d'autres chimiothérapies, mais c'est vraiment l'effet indésirable majeur, cutané, bien sûr, avec la capécitabine. On peut passer. Donc, cette hyperkératose, hein, au niveau paume des mains, plante des pieds, elle est vraiment très, très inflammatoire, hein, au niveau des zones de friction ou s'il y a déjà des microtraumatismes. Donc, attention, bien sûr, si en plus votre patient est diabétique. Donc, les premiers signes, comme on l'a vu, exagération de la sensibilité, que ce soit des fourmillements, des sensations de brûlure. Puis la phase d'état qui est hyperkératosique et inflammatoire plus, avec toujours cette notion de rougeur qui peut prendre diverses formes. Et cet œdème est vraiment l'œdème
beaucoup ressentie par le patient. Parfois, présence de flictènes, hein, de bulles aussi. Et ces lésions, ben, elles pourrissent la vie du patient parce que ben, ça peut, si c'est au niveau des pieds, ça peut l'invalider au niveau de la marche. Parfois même sont embêtés pour la vie de tous les jours, hein, pour prendre n'importe quel objet. Donc ça peut devenir vraiment très, très, très handicapant. Et puis ces lésions évoluent vers des lésions qui sont au contraire très épaissies, hyperkératosiques. Donc, c'est l'évolution classique de ce syndrome main-pied. Alors, voilà un petit peu des exemples, hein. C'est au niveau inflammatoire, vous voyez la diapo A, donc avec toujours cette présence d'œdème qui est vraiment douloureux. La peau est fragilisée, peut même, dans certains cas vraiment graves, avoir un décollement de la peau. Sur la diapo B, ben, vous voyez l'hyperkératose, hein, surtout au niveau des zones d'appui, donc bien aussi là bien visible. Et parfois, il y a une association de ces deux phases, hein, inflammatoire et hyperkératosique. Donc, où là, on a vraiment tous les ennuis possibles en termes de sensations et en termes de vie de tous les jours, de vie quotidienne. Alors, la prévention le but du jeu, c'est de la faire le plus tôt possible, parce que comme on a vu, on sait que ce syndrome, de toute façon, va survenir assez rapidement. Donc, bon, des conseils que vous connaissez, hein, des toilettes, la toilette avec des savons sur gras, l'huile lavante. Toujours penser à rincer à l'eau fraîche, parce que c'est ce qui va quand même améliorer le patient. On prend soin de sa peau, donc on sèche par tamponnement, hein, on ne frotte pas. Des chaussettes en coton, des chaussures bien confortables, larges. On évite aussi l'exposition à la chaleur, hein, toute source de chaleur, que ce soit le soleil, les saunas, les hammams, les choses comme ça. Pas de station debout trop prolongée, ni de marche trop prolongée, surtout si c'est la plante des pieds qui est très, très affectée. On évite les traumatismes, bon, ben, dans la mesure du possible, hein, ou des travaux irritants pour les mains, etc. On met des gants, alors pour éviter le froid, bien que ce soit le froid qui améliore, mais on protège ses mains au maximum, surtout dans les tâches du quotidien. Hydratation plus, bon, avec les émollients que vous avez tous dans vos officines. Et pendant la chimio, alors pas, bien sûr, pas avec la capécitabine, mais avec le 5-FU, on mettra des moufles réfrigérantes ou des bracelets qui vont vasoconstricter et éviter une trop, trop grande diffusion du produit au niveau des extrémités. Alors, le traitement, donc l'émollient, vous avez compris que c'était l'essentiel du traitement local. Toujours cette notion d'eau froide qui va améliorer le patient. Et ensuite, ben, la prise en charge sera fonction de l'état enfin, de la forme de ce syndrome. Donc, quand c'est la forme hyperkératosique, ben forcément, on utilisera des kératolytiques, hein, avec de la crème allurée à mettre bien sur cette kératose. Si la forme est très inflammatoire, à ce moment-là, le médecin prescrira des dermocorticoïdes plutôt forts. Et quand la forme est associée mixte, ben forcément, on va faire attention à ne pas mettre le kératolytique sur l'inflammation et on privilégiera le traitement un jour sur deux pour chacune des formes. Si ce syndrome est très invalidant et très douloureux, on pourra associer des antalgiques et bien sûr conseiller aux patients d'être pris en charge au niveau podologique, hein, puisque ça permettra des améliorations, ça permettra de bien surveiller cette hyperkératose. C'est bon, Steph? Alors, pour vos patients qui sont répondants à l'homéopathie ou justement qui sont demandeurs d'homéopathie. Alors, deux traitements différents selon qu'on est en phase érythémateuse ou en phase de desquamation. Donc, je vous ai mis en bleu, hein, si vraiment vous voulez avoir les souches sous la main. Les deux incontournables pour cette phase érythémateuse, c'est le Bovista gigantea et le Carbo animalis.
Alors, ça va vraiment prendre en charge l'œdème cutané et la rougeur. Et cet œdème, bon, ben, non seulement il est présent, mais les patients vraiment vous parlent de cette sensation d'avoir des boules au niveau des mains, enfin au niveau de la paume des mains ou de la plante des pieds. Hein, et parfois, ils vous disent, j'ai l'impression vraiment que j'ai quelque chose dans ma main. Donc ça, c'est le Bovista qui correspond plus à cette sensation. Et le carbo animalis pour la douleur qui serait plutôt brûlante, hein, puisque les paresthésies peuvent donner aussi des sensations de brûlure. Donc ça, on peut l'utiliser en prévention à partir du début du traitement, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que c'est un syndrome qui va survenir forcément. Et ensuite, en fonction de ce que va vous dire le patient, vous pouvez ajouter une des quatre souches qui suivent. C'est-à-dire quand il y a vraiment une hypersensibilité au toucher avec intolérance à la striction, ce sera le lachesis. Si la congestion est vraiment très, très, très cutanée et toujours avec cette sensation de brûlure, on pourra proposer le phosphorus. Le sanguinaria, quand il y a vraiment cette couleur rouge qui est assez localisée, assez circonscrite. Et tout à l'heure, on a parlé de la présence possible de bulles, hein, ces fameuses phlictènes. Dans ce cas, la souche appropriée, c'est le Cantharis. Hein, les patients vous disent souvent, j'ai vraiment la sensation que je n'ai plus de peau, quoi, que ma peau est à vif. Donc, dans ce cas, plutôt le Cantharis. Mais sinon, si vous devez n'en avoir que deux, hein, les deux incontournables, donc Bovista et Carbo Animalis. Et ensuite, Stéphanie, c'est la slide d'après. Et pour la phase de desquamation, donc des souches qu'on va retrouver dans d'autres pathos, hein, comme l'eczéma par exemple, donc le graphite et le pétroléum. Et dans le pétroléum, il y a toujours la notion de présence de crevasses ou de fissures, avec le natrum mur aussi, quand le patient présente vraiment beaucoup plus de fissures. Bon, pour toutes les souches qu'on a évoquées, c'était bon. La plupart du temps, si vous pas la peine d'avoir plusieurs dilutions, hein, le 9CH 5 granules 3 fois par jour, ça va bien. Voilà pour l'essentiel pour vos patients demandeurs d'homéopathie. Donc, Nathalie, Alors, tu reprends la main ou Stéphane? ouais, alors moi j'ai juste une. Bon, merci beaucoup parce que tu vois, je pense que là, mon équipe va être très preneuse de tes petits conseils homéo et très ciblés. Et aussi redire que dans ces problèmes de syndrome pieds-mains, vous pouvez avoir des ordos avec cortisone et C'est crème vrai. type SVR à durée. Alors franchement, prenez 2 minutes pour bien expliquer au patient quelle crème je mets où. Mais où? Ouais, ouais. Parce que s'il met la crème SVR 30% durée sur la partie inflammatoire, il va s'en rappeler. Voilà, c'est du vécu, donc on prend 2 minutes et on explique. Voilà. Voilà, bah après, si vous avez des questions, alors moi, je sais que j'ai mis un peu au petit chat que au niveau de la facturation de tout ce qui est entretien rémunéré par l'URPS, c'est vrai que voilà, on a mis en place de pouvoir avoir une rémunération fluide qui correspond un petit peu à la rémunération au coup par coup, j'allais dire, de la convention pour la Sécu. Donc là, il faut qu'en fonction de vos logiciels, vous puissiez créer une ligne de produits qui s'appelle, comme Stéphanie vous a mis très précisément avec l'intitulé qu'on vous a mis. Ça, c'est une question après de traçabilité pour la trésorerie et de justification auprès de l'ARS. Et vous le créez comme un produit, toujours pareil, sans TVA, sans stock. Alors moi, je suis sur LGPI, donc je les ai créés avec PHN. Je les facture sur la fiche du patient et j'ai créé un client qui s'appelle URPS et je mets au crédit de l'URPS et je le mets en relevé de compte. Et tous les mois, celle qui s'occupe des relevés de compte, elle va m'amener à un moment donné, celle de l'URPS, en me disant, bah là, je ne sais pas, qu'est-ce que j'en fais? Donc du coup, moi j'ai alors pour l'instant, je sais, je suis en papier, hein, mais sur ce relevé papier, je barre ou au marqueur ou au stabilo ou enfin au correcteur blanc, j'anonymise en fait, hein, je laisse les 3 premières lettres du nom et du prénom et j'envoie tel que à l'URPS. De ce fait, j'ai à l'ordi une traçabilité sur mon patient,
un crédit qui va être encaissé comme n'importe quel autre crédit, et ça passe au niveau compta, c'est normal, ça passe dans les produits sans TVA, et c'est anonymisé, et quand je suis payée par virement, je valide mon crédit en virement. Voilà. Donc, tout est tracé, tout est nickel. Voilà. Donc moi je suis sur Wind Pharma, c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Ça, on a créé notre client URPS sur lequel on facture, mais ça reste compliqué. Voilà. Ça, c'est pas encore tout à fait Ouais. fluide. Voilà, je suis obligée de bidouiller un peu, et après de toute façon je fais comme toi, quand on est payé, on met un virement. Euh, Par contre, un mot pour l'URP, sur une pharma, là, il y a quand même la possibilité de sortir le compte, hein. Donc, bon, je peux vous le remontrer parce que les gens de WinPharma, les techniciens, ils ne savent pas l'expliquer en fait. Et oui, c'est ça. Eh ouais. Mais bon, du coup, si on crée les numéros, il faut créer l'URPS comme organisme Oui. et il faut créer un relevé. Et dans le relevé, quand on crée, il faut aller dans stock, analyse statistique, sélection des ventes. Et par contre, il faut que le modèle de sélection des ventes soit complètement. Il n'y ait pas de sélection de ce que vous voulez faire apparaître ou pas. Et le reste, il faut le blanc côté. Voilà. Mm. Et oui, parce que c'est ça, ça a pas bien fonctionné, nous. Donc c'est pour ça qu'on a, pour l'instant, on a pris un autre biais. Mm, mm, mm. Euh, alors, je Par ne sais pas s'il y a des contre, questions sur la il faut facturation. bien qu'ils tous les remonter à l'URPS, hein. Alors, on n'entend pas bien Félicia qui disait que c'était très important de respecter l'intitulé des produits pour les remonter à l'URPS. Après, ça se facture comme un entretien, du coup, hein. Voilà, c'est ça, au coup par coup. Il y a quelqu'un qui nous dit que le Oui, problème il pour les faut que syndromes, les mêmes noms de produits. c'est ça, respecter le même nombre, le même nom. Mm. Il y a quelqu'un qui nous dit que le problème pour le syndrome Ouais. Thiémin, c'est qu'avec la 5FU, ils ont déjà des fourmillements. Mais ils auront, voilà, mais par contre, les syndromes visuels, ils ne les auront pas avec la 5FU. C'est surtout avec la capecitabine. Alors du coup, on vous laisse la parole si vous voulez réouvrir vos micros, si vous avez des questions. Après, on est dispo, enfin en tout cas personnellement, Oui. Fabienne me relaie souvent les pharmaciens qui se sentent un peu perdus, soit dans la codification, soit dans comment s'y prendre en entretien. Il n'y a pas de problème, on est dispo, hein, on peut se faire un petit téléphone et des fois, il suffit de pas grand-chose pour décoincer et se lancer, hein. Pareil pour les CNO. Moi, je suis, voilà, vous pouvez me joindre. Alors, je sais qu'au départ, ça paraît un peu complexe, mais en fait, voilà, ça se fait assez facilement. Et franchement, voilà, là, on a essayé de simplifier au maximum les documents. Mais je vous rappelle quand même, quand on fait des entretiens, il faut quand même garder des traces. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir le document. De l'équipe officinale, au moins on a une trace si on doit prouver ce qu'on a fait. Et après, si vous voulez ne pas être seul dans cette quête, utilisez aussi les forces vives de vos équipes en mettant des petits messages bloquants. Vous prenez si vous êtes Clinutrène par exemple, ou peu importe hein, la gamme que vous avez préférentiellement, dans ceux qui sortent le plus, genre vanille, voilà, dans quelques-unes au moins de vos articles, vous remettez un petit message, pensez aux entretiens CNO. Comme ça, vos équipes aussi y penseront et vous ne serez pas tout seul à pouvoir proposer ça. Alors, et Monsieur Perrault, il a eu un problème de code. Mais des codes, quel code, en fait? La Sécu. Eh oui. Ah ben, c'est exactement ce que. Alors, dans ces cas-là, reprenez peut-être c'est là où vous aviez AC1, AC2. La Sécu a changé. Ça. Oui, voilà. Ben alors ça, peut-être, Monsieur Perrault, vous avez eu un problème à un moment donné, vous étiez déconnecté. Quand vous allez revoir la visio ou le début du diapo, justement, où on réexplique bien les modes de facturation qui se font au coup par coup maintenant. Alors, c'est juste un petit changement à faire dans votre logiciel et créer vos produits et après, c'est beaucoup plus simple qu'avant.
Parce qu'à chaque fin d'entretien, vous facturez un acte. Donc, c'est vachement mieux quand même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? C'est clair. OK. Super. C'était le but. Je pense qu'on peut clôturer, non? Ouais, S'il n'y a plus super. de questions. Du coup, il y aura un autre rendez-vous hein, prévu, mais on n'a pas encore calé la date, je crois. Mm. Donc, on vous laisse suivre les petits bandeaux URPS quand vous recevez des notifications pour un prochain rendez-vous et surtout sur les bilans biologiques. Voilà, on ne l'a pas beaucoup évoqué puisque là, on est parti plus sur pas à pas. Mais effectivement, il y a certaines choses sur lesquelles il faut qu'on ait un petit œil quand on suit les patients sous chimio orale. Eh ben, on va pouvoir clôturer alors, à moins que quelqu'un ait Voilà. quelque chose à rajouter. Félicia, je ne sais pas, Félicia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Elle est partie. elle était dans une zone qui passait pas trop, je Oui, crois. Ouais. Laetitia est connectée. Allez, bon, bah écoutez, Merci merci à tout le monde. Merci. À très bientôt. Bonne Merci. journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. tous.